Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette conférence de bon matin. Merci de nous rejoindre sur ce lab risque et adaptation du territoire. Je m'appelle Annelise Bance, je travaille aux affaires publiques de la Massif et ce matin, j'ai le plaisir de modérer notre troisième table ronde sur ce lab. Ce lab, ça fait 3 jours où plusieurs intervenants se succèdent pour parler de gestion des inondations, de gestion des sécheresses sur les territoires. On a beaucoup parlé de techniques, de comment on gère ces phénomènes naturels qui explosent liés au dérèglement climatique. Mais ce matin, nous n'avons pas envie forcément de parler de pure technique. On a aussi envie de parler de ce qui anime les citoyens et ce qui peut leur faire peur aujourd'hui. Ce sont les conséquences des phénomènes naturels sur leur santé. Et donc ce matin, nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec deux spécialistes du terrain, de l'impact de ces sujets sur les citoyens et sur leur santé. Donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Charrier. Vous êtes élue à la ville de La Rochelle et déléguée à la santé publique, la prévention, le sport santé et les dispositifs sanitaires. Et également Damien Vedert, qui est le directeur de cabinet de la présidente d'Apivia Massif Mutuelle. Et donc on reviendra avec vous deux sur comment ces sujets de santé environnementale impactent à la fois les politiques publiques de proximité et également les activités d'un acteur mutualiste. Donc je me tourne tout d'abord vers Delphine. Côté Massif, on a pu observer, et notamment à travers le lancement d'une étude qu'on a fait ces derniers jours sur ce lab, que la santé, on n'en parle pas toujours quand on parle de catastrophes naturelles, mais pourtant, c'est un vrai sujet de mobilisation. On a publié une étude qui s'appelle « Vivre le risque, les Français et les décideurs locaux face au dérèglement climatique » avec la Fondation Jean Jaurès. Et ce qu'on a pu observer, c'est que à la fois, on a énormément de Français, 73%, qui déclarent avoir subi au moins plusieurs fois les conséquences d'un risque climatique. Et quand on les interroge en profondeur sur ce qui les a vraiment impactés, on observe qu'un quart de ces Français qui sont régulièrement exposés à des risques climatiques observent des impacts sur leur santé mentale ou physique. Et c'est assez majeur. Et ce qu'on pense aussi côté Massif, c'est que la santé est un vrai levier de mobilisation pour sensibiliser sur les questions environnementales. Et donc la question que j'ai envie de vous poser, en tant qu'élu local de proximité dédié à ces sujets, comment vous voyez l'impact des enjeux environnementaux sur la reconfiguration un petit peu des enjeux de santé publique en proximité, et quelles sont les attentes que vous percevez des citoyens sur les communes aussi, alors que la santé, ce n'est pas forcément la compétence première, c'est une compétence nationale, assez régalienne dans l'esprit du partage des compétences aujourd'hui, mais les communes sont de plus en plus challengées sur ces questions-là. Donc, quel regard vous portez sur ces enjeux de santé environnementale au quotidien ? Merci. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement émergent. En tant qu'élu local, on est pris à partie quasiment quotidiennement sur les enjeux de santé, ce qui n'était pas le cas quand j'en parle avec les anciens élus. Moi, c'est mon premier mandat, mais visiblement, c'est un phénomène assez nouveau. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une augmentation très forte et mesurée des pathologies chroniques. Hein. Les niveaux de cancer augmentent et on sait que l'impact environnemental sur les cancers est extrêmement important, même si on ne sait pas toujours le qualifier. On a aussi des nouvelles pathologies. Nous, par exemple, on a eu notre premier cas autochtone de chikungunya sur La Rochelle. C'est aussi des sujets environnementaux qui amènent ces pathologies vectorielles. Et on voit bien que derrière ça, on a des scientifiques qui, certes, avancent, posent des questions, travaillent sur les exposomes, travaillent sur les facteurs de risque, travaillent sur des mesures de prévention, et pour autant, on a un niveau de certitude qui est extrêmement insuffisant pour avoir une décision publique. Et vous avez raison, face à ce niveau d'incertitude scientifique et face à ces problématiques croissantes de sujets de santé liés à l'environnement, les citoyens se tournent naturellement et de manière, je vous dis, quasi quotidienne envers leur maire ou envers le service santé de la ville pour avoir des réponses, pour en savoir plus, pour comprendre, etc. Et c'est vrai qu'on est assez dépourvu. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a peut-être deux niveaux d'intervention. Un niveau sur lequel on s'est engagé depuis longtemps sur La Rochelle parce qu'on avait des sujets, parce qu'on est un site Céveso, parce que voilà, on a une politique environnementale déjà très forte, notamment sur La Rochelle, territoire zéro carbone, donc une sensibilité particulière sur les sujets de santé. Et
Et donc, on a mis en place des capteurs de particules, des capteurs dans toute la ville de qualité de l'air. On a une politique, comme beaucoup de collectivités, assez fine sur la régulation de l'eau. On a un observatoire des bruits la nuit, avec des tours qui observent la manière dont les bruits viennent gêner le quotidien des citoyens. Enfin, ces facteurs environnementaux-là, au quotidien, on a anticipé des actions de prévention pour pouvoir au mieux agir dessus et mettre en place des actions correctives. En revanche, ce qui nous a mis réellement en difficulté, ce qui nous poursuit aujourd'hui, c'est tous les phénomènes de crise liés à l'environnement, pour lequel, là, pour le coup, on n'a pas encore su très très bien répondre, parce que les scientifiques ne savent pas. Moi, quand j'interroge le médecin en chef du service des urgences de La Rochelle, il me dit: j'ai 2 grosses peurs pour les années à venir. Et il faut réfléchir à l'hôpital de demain en fonction de ces 2 grosses peurs. Un, c'est l'impact des changements climatiques sur les nouvelles pathologies, et notamment ce petit moustique chikungunya. Ce petit moustique tigre, en fait, on ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'on a des plans de sauvegarde sur les tempêtes, sur les submersions marines. Et en fait, quand il arrive un tout petit moustique qui vient inoculer le chikungunya, eh bien, on est tous, système de santé, élus, État, un peu perdus parce qu'on n'a rien de mis en place. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que la collectivité est, il me semble, au premier rang et des questions citoyennes, mais aussi de l'anticipation à mettre en place. Merci beaucoup, Delphine. On voit comment les citoyens se tournent vers les élus locaux pour avoir des réponses face à ces enjeux de santé environnementale. Damien, est-ce que tu peux nous dresser un peu le panorama de comment ces sujets de santé environnementale ils bousculent aussi un acteur mutualiste qu'on peut imaginer très centré sur le remboursement des soins, donc une approche de la santé assez classique et conventionnelle. Comment demain on doit réinventer les activités aussi d'un acteur mutualiste comme la Massif à l'aune des questions de santé environnementale? Merci Anne-Lise. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Alors d'abord, peut-être qu'il faut s'entendre sur les termes. Et c'est vrai que quand on parle d'environnement et de santé ou de santé publique, on ne sait pas exactement de quoi on parle, ou chacun a son idée. En gros, on aime bien réfléchir, nous, comme ça, en mutualité. C'est de se dire que par grande famille de déterminants de santé, alors on a les déterminants de santé génétiques, comportementaux, liés au mode de vie, à l'environnement, à l'existence de services de soins. En gros, l'environnement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est au moins 80% des déterminants de santé. Ce qui est à coup sûr pas lié à l'environnement, c'est ce qui relève du génétique. Et justement, les nouvelles avancées en toxicologie et en recherche médicale nous montrent que la frontière entre ce qui est génétique et ce qui relève de l'environnement n'est pas si claire que ça. Le génétique peut être influencé par l'environnement. Donc, quand on parle d'environnement, maintenant, en tout cas dans une mutuelle comme la Massif, comme Apivia Massif Mutuelle, quand on parle d'environnement, on parle de l'ensemble des déterminants de santé. Et alors, il y a une chose qu'il faut savoir quand on invite un assureur, c'est qu'il commence par parler de chiffres. Donc, je vais commencer par vous faire peur, et puis après, on ira sur de l'optimisme. Nous, ce qui nous inquiète, effectivement, tu as parlé de remboursement. On voit les dépenses de santé qui augmentent d'année en année. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On parle souvent du vieillissement de la population. Ça explique une partie, en tout cas statistiquement, ça explique une partie de l'évolution des coûts, mais ça ne suffit pas à expliquer l'intégralité. Il y a le coût des traitements, le coût de l'innovation, mais ça n'explique pas non plus l'augmentation. En gros, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a une forme de dégradation de l'environnement à bas bruit. Alors, quand on parle d'environnement, de réchauffement climatique, on a beaucoup en tête les crises aiguës, et on a assez peu en tête cette évolution à bas bruit d'une détérioration de l'environnement qui a commencé il y a bien longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait en santé publique, mais on mesure maintenant dans les remboursements les conséquences avec des maladies chroniques. On a évoqué des cancers, on a évoqué le diabète, l'obésité, qui est une vraie maladie, qu'il faut prendre en tant que telle, pas comme simplement un mauvais comportement, mais une vraie maladie. Tout ça, c'est lié à une détérioration de l'environnement. Et puis un point peut-être, effectivement, sur le réchauffement climatique, on a tendance à vouloir agir sur ces crises aiguës qu'on perçoit derrière le réchauffement climatique, et finalement sans mettre des moyens supplémentaires sur ce qu'on connaît déjà de notre état de santé. Pour dire les choses clairement, le réchauffement climatique, on ne sait pas exactement les conséquences que ça va avoir sur la santé.
Au fond, il y a très peu de risques nouveaux liés au réchauffement climatique, si ce n'est, et ce n'est pas un petit point de détail, même si c'est un petit moustique, les pathologies dites tropicales ou qu'on appelait tropicales précédemment. Mais à part ça, les pathologies qui vont venir du fait du réchauffement climatique sont déjà connues. Plus d'allergies. Alors on envisage 50% de la population allergique asthmatique d'ici 2050. Les bronchopneumopathies chroniques obstructives, par exemple. Donc toutes ces maladies-là, on les connaît déjà. La réalité, c'est qu'on n'en fait pas assez, même sans le réchauffement climatique, si on peut le dire comme ça. S'il n'existait pas, ces maladies continueraient de croître. Donc pour répondre peut-être un peu directement à ta question, ça nous oblige, nous, cette évolution des pathologies liées à l'environnement, à plus de prévention et à une sensibilisation plus grande, sans doute des pouvoirs publics, mais aussi évidemment des sociétaires et des assurés. Et puis on pourra revenir dans le détail des chiffres après, si vous voulez. Peut-être un qui est marquant, que j'aime bien, c'est au train où vont les choses, si on ne fait rien sur la santé publique et sur l'environnement, il faudra qu'on ait trouvé par an un budget de 100 milliards d'euros supplémentaires pour financer les dépenses du régime obligatoire d'assurance maladie d'ici 2035. Il y a 10 ans, c'était 100 milliards d'euros en moins. Dans 10 ans, ce sera 100 milliards d'euros en plus. Donc il y a en tout cas une urgence à agir. Justement, le constat que tu poses, il amène à travailler ensemble pour poser des recommandations, notamment sur l'articulation entre les compétences nationales et locales pour pouvoir mener des programmes pour prendre à bras-le-corps la question de la santé environnementale. Delphine, pour toi, quelles seraient vraiment les recommandations, les actions à mettre en place au niveau de l'État, au niveau des communes, pour pouvoir vraiment avoir une stratégie et des dispositifs cohérents avec, on le voit, les vrais enjeux de santé environnementale? Ce qui me paraît le plus important, ce qu'on observe vraiment dans les crises, en tout cas qu'on a pu traverser à La Rochelle, c'est la fragilité de la gouvernance, parce qu'en fait, la prise de décision, elle est extrêmement fragmentée. Évidemment, il y a les normes qui sont européennes, il y a des décisions prises par l'État, et puis il y a la ville et les citoyens qui font face comme ils peuvent. Et je pense qu'il faut qu'on organise quelque chose pour les citoyens lanceurs d'alerte. Nous, par exemple, on a eu une grosse crise liée à des émissions de polluants sur un site de dépollution, avec des citoyens qui ont pourtant appelé les services pour dire on a des odeurs de biocarburants très fortes, des maux de tête, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'était des signaux tellement faibles. Ça n'allait pas jusqu'au service des urgences, ça n'allait pas jusque chez le médecin, ça allait juste au service d'accueil de la ville ou un peu à l'ARS, et c'était tellement faible, c'était 3-4 appels. Sauf qu'en fait, derrière, on a eu une vraie crise sanitaire sur ce site de dépollution. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte ces signaux faibles, ces alertes-là, et puis comment derrière ça, on organise une gouvernance plus transversale. Alors, on a les plans communaux de sauvegarde, peut-être qu'il faut inventer quelque chose de cet ordre-là pour les risques climatiques de ce type-là, enfin sanitaires en tout cas, en lien avec l'hôpital, en lien avec l'État, en lien très fort avec le préfet. On a une chance incroyable d'avoir actuellement, sur cette crise actuelle à La Rochelle, un travail avec l'État qui est extraordinaire, mais pour autant on est assez dépourvu quant au lien avec la science et avec les services de santé. Et est-ce que vous, en tant qu'élu local, vous appelez à vraiment plus de territorialisation de l'action publique en santé, ou c'est plutôt une question de coordination ou un enjeu de transfert de compétences? Il y a un enjeu de procédure de décision. Je ne sais pas qui doit la prendre, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment la prendre sur ce type d'enjeu-là, parce qu'on n'est pas câblé et organisé pour la prendre. Et parce que la science ne nous dit pas tout. Donc il y a le sujet du principe de précaution, dont il faudra vraiment qu'on creuse quels sont ses contours. Mais voilà, citoyen alerte et principe de précaution, et comment on prend une décision alors même que les connaissances scientifiques sont relativement limitées sur le sujet. Ça, c'est ce qui est devant nous quand même. Merci beaucoup Delphine. Damien, en tant qu'acteur mutualiste, quelles sont les propositions qu'on porte, ou en tout cas les recommandations qu'on souhaiterait voir aboutir dans le débat public pour une meilleure articulation au niveau national et local de la prise en compte des enjeux de santé environnementale? Alors, il y a un certain nombre de propositions qu'on peut faire. La première, c'est sans doute de développer, et pour ça, on a besoin des collectivités. En fait, on a besoin d'un tissu d'acteurs, et un tissu d'acteurs au niveau local, régional et local, pour développer cette culture de la prévention. Je vous donne un petit exemple. Là encore, je prends la casquette d'assureur et chiffres.
lorsqu'un assureur met en œuvre des actions de prévention, les pouvoirs publics considèrent que ces actions de prévention ne sont pas un service rendu à l'adhérent, mais que ce sont des frais de gestion. Vous savez que nous, on a l'obligation maintenant de publier nos frais de gestion. C'est une bonne chose, ça donne de la transparence. Mais par contre, on est taxé, c'est là que je veux en venir, on est taxé sur les actions de prévention qu'on peut faire. Et donc là, il y a un petit sujet pour lequel on se bat tous les jours. Et puis, sans doute qu'il y a, tu le disais tout à l'heure, sur l'incertitude. Ça va avec la culture du risque. Il y a vraiment quelque chose à travailler en se disant, on ne sait pas tout. Et en général, en tout cas jusqu'à maintenant, ça fait, et Delphine, tu le sais bien, ça fait plus de 20 ans que les mutualistes essayent d'agir sur ces sujets-là. Et ça fait 20 ans que certains nous disent, comme on ne sait pas tout, on ne peut pas agir. La réalité, c'est qu'il y a plein de choses à faire, plein de petits gestes d'évitement du risque. Alors sans rentrer dans le détail, mais sur les cosmétiques, il y a des choses à dire. Sur l'utilisation des plastiques dans la cuisine, par exemple, le fait de mettre au micro-ondes des emballages plastiques avec vos aliments à l'intérieur, clairement, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ça n'est pas bon, ça on le sait d'ores et déjà, mais voilà. Et il y a des millions de choses comme ça qu'on peut faire au quotidien pour sortir un peu de ce défaitisme en fait, de l'inaction. Il y a sans doute aussi pas mal de choses sur les territoires qui commencent à être lancées par des citoyens. Je pense aux instituts éco-citoyens sur les pollutions. Des citoyens qui ont envie de comprendre et qui de fait créent de la donnée là où parfois il n'en existe pas. Je pense à certains clusters de pathologies. Il faut encourager ces initiatives-là, mais il ne faut pas laisser les citoyens tout seuls. Et c'est là qu'on a besoin effectivement d'un partenariat fort avec les collectivités, avec les communautés des professionnels de santé localement et au niveau national, pour décrypter ces données que soit on n'a pas encore, soit pour l'instant on ne regarde pas réellement, dont on ne tient pas compte. Une petite chose encore, c'est que ce dont on parle là, du point de vue de l'assureur sur des risques de protection sociale, c'est de la pérennité de notre système de protection sociale. L'envolée des maladies chroniques que je mentionnais tout à l'heure et des affections de longue durée, elles nous emmènent dans le mur. Ce que je veux dire par là, c'est que notre système de protection sociale tel qu'il est conçu, et encore plus tel qu'il est financé ou sous-financé aujourd'hui, il ne peut pas tenir. Il ne tiendra pas. Et tout ce qu'on mesure comme atteinte sanitaire liée à l'environnement, ce sont des produits. C'est quelqu'un, alors je ne veux pas verser dans la parano, mais quelqu'un produit ces risques-là. Quand je dis quelqu'un, c'est parfois des collectifs, c'est des modes de vie, c'est des industries, c'est bref, tout ce qu'on appelle avec un gros mot les externalités négatives d'un certain nombre d'activités économiques. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il faut considérer que l'assurance maladie, ou en tout cas on considère que l'assurance maladie et la sécurité sociale, c'est des sortes d'éponges, une sorte d'éponge gigantesque qui grossit à mesure que ces externalités négatives lui arrivent dessus. Et ça, de notre point de vue à nous, d'assureurs mutualistes, c'est plus tenable. C'est-à-dire que celui qui paye, enfin celui qui produit ces risques-là, il doit payer. Et pour l'instant, celui qui paye, c'est l'adhérent, c'est l'assuré social, c'est la collectivité, c'est la sécurité sociale. Et puisqu'on est en train de se battre, et j'ai une pensée pour eux, sur le budget de la sécurité sociale pour 2026, et ben voilà, c'est là qu'il faut commencer à rétablir l'équilibre. Voilà, il faut commencer à couper le robinet des risques, parce que globalement, on le voit en tant qu'assureur, il y a une accumulation des risques dingue pour les années à venir. Là, on parle de la protection sociale, mais tous les autres risques aussi. C'est pas tenable. Et je pense que pour les collectivités et pour les maires, ils seront jugés, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, sur leur capacité à anticiper les risques et à trouver des parades, mais pas simplement les risques aigus, la crise climatique, la catastrophe naturelle, etc., mais aussi ces risques à bas bruit, parce qu'ils vont remettre en cause clairement la cohésion des territoires, la cohésion sociale en fait. Donc c'est vrai que les collectivités sont en première ligne. Merci beaucoup Damien. Effectivement, on parle de mobilisation des citoyens. Ils se penchent de plus en plus sur ces questions. Quand on a préparé cet échange, Delphine, tu me disais oui, mais attention parce qu'il y a rapidement des groupes WhatsApp avec 900 personnes et c'est l'envolée des fake news. Quelle est ta conviction pour que demain on puisse impliquer les citoyens, les sensibiliser, les accompagner de façon efficace pour justement que ça s'appuie sur de la donnée scientifique robuste? Et donc, comment on implique tout en encadrant un petit peu? Donc, quelle est ta vision, toi, sur le terrain par rapport au retour d'expérience que vous avez avec ces citoyens qui se sont mobilisés autour de La Rochelle?
Il y a forcément un sujet de confiance entre les citoyens et les collectivités, les pouvoirs publics qui fait défaut aujourd'hui, quel que soit le sujet, mais c'est une réalité. Et je crois que ça l'est encore plus sur le sujet de santé, quand ils mettent en place des cagnottes pour mettre en place des capteurs, pour analyser les cheveux des enfants, pour faire des études comme ils peuvent, le plus sérieusement qu'ils le peuvent, sauf que finalement on ne peut pas comparer des choux et des carottes, donc du coup leurs données ne sont pas intégrables dans les propres études qui sont mises en place par la DREAL et autres. Je pense que c'est satisfaisant pour personne et ça crée de la frustration et de l'incompréhension des deux côtés. Nous, on se dit, on fait de notre mieux pour trouver des solutions et ils n'ont pas confiance en nous et on ne va pas pouvoir avancer. Et eux, ils se disent, on nous cache des choses, il faut creuser. On ne mesure pas les bonnes particules, il en faudrait d'autres. Enfin voilà, il y a une espèce de crise, boule de neige comme ça, qui enfle et les réseaux sociaux font que ça devient complètement immaîtrisable. Donc ça, c'est un vrai sujet. Moi, ma conviction de base, c'est que en fait, tout ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est pour la santé, c'est pour être bien, c'est pour la qualité de vie des citoyens, c'est pour être bien là où on vit. Et donc, je pense réellement que, et c'est assez nouveau, mais que toutes les politiques publiques au niveau de la ville doivent passer par un filtre santé. Et on doit s'interroger, tu le dis Damien, est-ce que le développement économique de telle entreprise sur mon territoire est souhaitable du point de vue santé, impact santé des citoyens, au-delà même de l'attractivité que ça peut donner. Est-ce que si je fais cette piste cyclable, elle aura un intérêt pour la coulée verte? Est-ce que si je construis tel logement, quel impact santé il aura sur le territoire? Voilà. Et en fait, tous les rôles régaliens d'une collectivité, j'en cite quelques-uns, mais on peut tous les passer au crible. Eh bien, c'est pas un réflexe aujourd'hui, mais on pourrait à chaque fois prendre le temps, quelques minutes en revue de projet, de se dire, OK, quel impact réellement ça a sur la santé des gens qui vivent ici ou de ceux qui vont y arriver. Si on rénove une cour d'école, on ne le fait pas juste pour mettre des arbres et des papillons, on le fait pour la santé des enfants. Voilà, si on met en place des trucs pour faire du sport sur l'espace public, on ne le fait pas pour faire joli, on le fait parce qu'on sait qu'un peu d'activité physique au quotidien, ça aide à renforcer son capital santé. Donc je pense que c'est changer un petit peu de paradigme, faire un pas de côté sur la manière dont on a raisonné pendant des années. Et si on arrive à faire ça, je ne suis pas en campagne électorale, mais pas loin, je pense qu'on avancera vite. Merci Delphine. On voit effectivement qu'il y a besoin de transversalité dans les politiques publiques, que les sujets d'urbanisme et les sujets de santé y se rejoignent. Comment nous aussi, en tant qu'acteurs mutualistes, assureurs à la fois des sujets d'habitat, d'assureurs automobiles, des mobilités, mais également mutuelles de santé, comment on peut justement animer cette transversalité et quels sont les projets concrets qu'on pourrait mettre en place demain pour mieux accompagner les citoyens, les sociétaires adhérents dans la prise de conscience de ces sujets-là en toute sérénité et sans développement d'angoisse ou de fake news? Alors en toute sérénité, je ne sais pas si c'est faisable, à vrai dire. Ce qui est sûr, c'est que ne pas en parler, c'est créer de l'incertitude, créer du doute, créer de l'insécurité. Je vous prends un exemple qui m'a marqué. Alors c'était un des ministères de la Santé précédents. J'ai perdu le compte. C'était le ministère de la Santé et de la Prévention. C'est fini, je vous rassure. On a ressorti le terme prévention. Et en tout cas, ils étaient assez actifs à ce moment-là sur les réseaux sociaux. Et je me rappelle d'un post, je crois que c'était pour la journée des cancers pédiatriques, quelque chose comme ça. Et on disait, c'était des messages de prévention comme on connaît habituellement, les 5 fruits et légumes, etc. Et là, c'était, et franchement, c'est à peu près mot pour mot, comment éviter le cancer pour votre enfant? Faites de l'activité physique, ne fumez pas, ne buvez pas, et évitez le soleil. C'est tout. Alors certes, c'est hyper important ces déterminants-là, l'activité physique, le soleil, ça va sans doute, c'est un risque d'ailleurs qui va sans doute augmenter avec le réchauffement climatique, l'incidence en termes de cancer. Mais bref, il manquait quand même, l'éléphant dans la pièce qui manquait sur des cancers pédiatriques, c'est le risque chimique. On n'en parle pas parce que c'est sensible. Le ministère ne veut pas en parler parce que c'est sensible. Mais les usagers, les assurés sociaux, les citoyens, ils le savent ça. Les substances qui sont cancérigènes. Si on n'en parle pas,
Alors là, on commence à créer du doute. Et on dit aux citoyens, enfin on leur dit pas, mais c'est ce qu'ils font de fait, débrouillez-vous, allez chercher des infos comme vous voulez sur les réseaux sociaux, et puis mettez en place les comportements que vous voulez. Voilà. Donc en tout cas, adresser ces sujets, c'est déjà une première façon de faire. Et puis moi, il y a quelque chose qui me marque quand même quand on parle de culture prévention, c'est que tous ces grands messages-là de prévention qui déboulent du national, je dis ça, on est à Paris, moi j'habite en région parisienne, bref, en tout cas tous ces grands messages de santé publique, les 5 fruits et légumes, etc., ça ne suffit pas à faire changer les comportements. Ça ne suffit pas. D'une part, on ne peut pas essayer de faire changer les comportements, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, sans faire changer dans le même temps la responsabilité collective, ce que je disais tout à l'heure, des grands producteurs de risques, y compris l'urbanisme, les transports et autres industries. Il faut bien faire les deux en même temps. Et puis pour accompagner les populations, il faut aller les voir. Il faut des vrais gens pour aller voir d'autres vrais gens, pour leur parler. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est le technosolutionnisme, c'est l'autre gros mot de la matinée ambiant, en se disant le réchauffement climatique, c'est pas grave, c'est pas grave. Évidemment, c'est grave, on va développer une technologie pour ça et on va régler le truc. On a tendance, nous aussi, et j'aime bien le dire en tant qu'assureur, à se dire on va développer une application, chacun va se débrouiller avec ça, l'assuré va se débrouiller, il aura son application pour mettre en œuvre les bons comportements. Ça suffit pas. Il faut de l'accompagnement, allez, un dernier gros mot, et de l'éducation populaire, ce qu'on a perdu complètement. Ce que les collectivités ne font plus, ce que les assureurs ne font plus, et l'éducation nationale et les professionnels de santé, j'en parle pas. Et pour moi, ça c'est un vrai sujet pour accompagner les changements de collectifs et individuels de demain. Merci à tous les deux pour ces prises de parole très inspirantes. On a pu parler prévention, territorialisation de l'action publique, éducation populaire, lutte contre les fake news en santé. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions et sinon, très belle fin de salon à tout le monde. Oui, bonjour. Oula. J'ai une question pour Delphine et aussi pour Damien. Mais pour commencer par Delphine, vous avez présenté le plan communal de sauvegarde et on voit bien qu'il y a ce filtre santé systématique que vous souhaitez prendre en compte dans les actions. Ce plan gère et traite les enjeux liés aux événements climatiques extrêmes, effectivement, et aussi, vous l'avez montré, les effets collatéraux tels que les espaces envahissantes. Est-ce que dans ce plan, techniquement, il prend aussi en compte l'enjeu des ressources eau ? Alors pas de sécheresse, mais en termes de santé, de pollution. Et notamment, on voit bien les microplastiques, les PFAS, en plus des pesticides classiques. Voilà, est-ce que c'est dans ce plan ou sinon, comment est-ce que vous adressez, vous traitez ce sujet qui va devenir de plus en plus important sur la santé de la population ? Merci, c'est pas dans ce plan en fait. L'idée c'est de tendre vers quelque chose qui ressemble au PCS, qui ressemble, dont on peut s'inspirer dans la manière de travailler, dans la manière de se réunir, dans la manière d'appuyer sur un bouton pour dire on prend une décision. Voilà. Ce qu'on sait faire sur le risque submersion, je rêve qu'on arrive à le mettre en place pour le risque crise vectorielle, tout ce qu'on a évoqué. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors on a un peu avancé sur le moustique tigre parce qu'on a un ingénieur sanitaire à la ville qui est extrêmement impliqué sur les groupes de travail nationaux. Et voilà, et donc ça a fait accélérer le truc. Mais pour autant, il faut tendre vers ce que vous dites. Et aujourd'hui, c'est pas en place. Et peut-être ce sera pas exactement sous ce terme-là. Mais il faut le mettre en place parce qu'on voit bien que les offreurs de soins, quels qu'ils soient, de médecine de ville ou hospitalière, sont dans l'attente d'un truc commun pour prendre des décisions. L'État a quelques données, mais on n'a pas les instances pour les partager. Et la ville accueille des questions de citoyens qui viennent dire, parfois c'est le hasard et ça ne se vérifie pas, et parfois c'est vrai. On a une odeur particulière, qu'est-ce que ça fait ? J'ai observé de la mousse sur le littoral, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment on fait pour répondre à ça en fait ? Voilà. Pour que nos accueils soient au courant de ça. Donc c'est une déclinaison qu'il faut inventer. Mais il faut l'inventer. Et juste une question pour Damien sur les 23% que tu citais sur les maladies chroniques d'origine environnementale. Est-ce qu'on sait la part là-dedans des pollutions et ensuite des pollutions atmosphériques ou pollution de l'eau ou pollution alimentaire ? Alors c'est 80%, c'est ça. C'est bien ça. C'est 80% de déterminants de santé liés à l'environnement.
Et il y avait les 23% vraiment des maladies chroniques, pour le coup, il me semble. Alors, les maladies chroniques, aujourd'hui, c'est 70% des remboursements du régime obligatoire. C'est de mémoire, que je dise pas de bêtises, ça va être 20% de la population. Voilà, c'est quand même... et avec une augmentation qui est assez phénoménale. Ouais. Non, par contre, les 23%, je vois pas... mais... Ah oui, ça. Et puis ensuite, distinguer dans l'ensemble de ces déterminants la part du chimique, c'est super complexe. Je le mentionnais tout à l'heure, y compris la part génétique. Alors, pour certaines pathologies, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit pour les cancers, c'est que 5 à 10% des cancers sont d'origine génétique. Et bizarrement, dans la population, on a plutôt un chiffre inversé. La perception, c'est que les cancers, c'est à 70% du génétique dans la population générale, ce qui est faux. Mais même sur ce déterminant génétique, on sait que le risque chimique, enfin certaines substances chimiques mutagènes, influent sur le capital génétique. Et donc c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que le risque chimique, il est vraiment transverse à l'ensemble de ces déterminants-là. Ensuite, trouver la part exactement, c'est quand même assez compliqué à ce stade. Ouais. Puis ça reste macro, c'est des points de repère. Voilà, c'est pour donner une idée, mais... Oui, bonjour. Vous évoquiez les questions comportementales en disant que l'État en prenait une petite part, mais insuffisamment. Est-ce que vous-même, ou est-ce que vous conseilleriez à l'État d'utiliser des nudges, si vous voyez ce que c'est que les nudges? Moi, je suis assez fan de l'idée des nudges. Il y a un exemple qui a très bien marché en prévention, c'est le tabac. Il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. La baisse du tabac, elle est dingue. Quand on dit on augmente la taxe, l'accise sur le tabac, c'est une forme de nudge. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez fumer votre cigarette, faites-le. C'est juste qu'on vous prévient que ça va coûter plus cher. C'est un nudge. Donc parfois, ça permet de faire dégonfler ce truc, parce qu'en prévention, ce qui marche, c'est d'avoir effectivement dans le même temps l'accompagnement individuel et dans le même temps une politique surplombante, voilà, transverse. D'avoir les deux, c'est le seul truc qui marche. Mais quand on arrive sur du réglementaire, les accidents de la route, un autre exemple qui a très bien marché, quand on rajoute un rétroviseur, si vous allez sur les archives de l'INA et que vous voyez les premières réactions, où à chaque fois qu'on a réduit la vitesse, on fait un micro-trottoir, vous êtes sûr que la ceinture, vous êtes sûr que les gens disent « Ah mais non, on va encore nous rajouter du réglementaire, etc. » C'est juste des petits nudges. Pour moi, il faut le voir comme ça. Mais en tout cas, sans cette dimension-là, ça ne marchera pas. Et on laisse justement l'individu se débrouiller et lui se dit, je suis en attente de la part de mes responsables, de ma collectivité, des élus, etc. Je suis en attente d'un accompagnement, je suis en attente de protection. S'ils ne le font pas, s'ils me laissent me débrouiller avec des solutions de marché, c'est un peu ce que tu disais, des capteurs magiques, etc. Qu'est-ce que je fais de la donnée après ? Mais je trouve que les nudges, c'est une très bonne idée. Dans les cantines, et ça a été détaillé par l'administration Obama, beaucoup qui s'est servi des nudges. Le petit bouquin, j'oublie le nom des 2 conseillers d'Obama qui ont développé ça. Dans les cantines scolaires, ça marche très bien. Un exemple de nudge, vous mettez, ça va nous parler à tous, devant le rayon, le stand pâtisserie, vous mettez une glace derrière. Et au moment où vous arrivez pour choisir votre pâtisserie, votre dessert, vous vous voyez en train de prendre une pâtisserie. Les études montrent qu'on consomme moins de pâtisserie dès lors qu'il y a un miroir et qu'on se voit le faire. Un autre exemple pareil pour les cantines scolaires, la taille des plateaux. Et c'est ce que les supermarchés ont très bien compris. Vous diminuez la taille du plateau ou vous diminuez la taille du chariot, mais les gens achètent moins ou mangent moins, et donc moins de gâchis aussi, etc. Donc moi, je suis très très fan de ça. Et je pense qu'on peut y aller sans se dire oui, mais c'est du paternalisme, est-ce que c'est éthiquement, est-ce que... alors à ce moment-là, ne faisons rien. Ne faisons rien pour la santé et la santé publique. La vérité, c'est quand même la tendance sur laquelle on est et on voit les résultats aujourd'hui. Et je pense qu'on pourrait demander aux publicistes qui sont très forts pour influencer les comportements, et plutôt dans le mauvais sens d'ailleurs. Je pense que peut-être que l'État pourrait en financer quelques-uns dont l'objectif serait de prôner des comportements plus vertueux, parce qu'on voit bien comment ils nous influencent négativement à la consommation, puisque c'est quand même essentiellement eux qui forcent les gens à consommer. Donc ils pourraient le faire de manière plus philanthropique.
mais pour cela, il faudrait les payer. La perche est trop belle, donc je ne peux pas ne pas la saisir. C'est ce que les mutualistes demandent sur leur secteur d'activité. Donc nous qui faisons massif beaucoup de prévention, on demande à ne pas être taxés sur notre prévention, sur nos actions de prévention, qu'on ne considère pas que c'est des frais de gestion. Sinon, la réalité, c'est qu'un assureur n'a aucun intérêt à faire de la prévention. Quand on fait de la prévention, alors pour du risque aigu, on voit assez vite le résultat, on évite un accident de voiture, etc. Sur du risque santé, qui est un risque long, en tout cas la pathogénèse est longue, etc. Si nous, on mène des actions de prévention alimentaire, on sait que d'ici 5 ans, 10 ans, ou peu importe, l'adhérent va changer d'assureur. Celui qui bénéficiera des maladies évitées, c'est l'assureur d'après. Donc déjà, c'est compliqué de se dire on va faire de la prévention. Mais si en plus on est taxé là-dessus, alors là, il n'y a aucun intérêt. Donc encourager les bons comportements, y compris des assureurs, c'est ce qu'on demande à l'État en tant que mutualiste en permanence, quoi. Pour l'instant, on n'est pas trop entendu. Et juste pour terminer sur la question des risques chimiques, vous avez parfaitement raison, mais sans vouloir défendre l'État, bon, ils sont contraints par des lobbying, et puis on ne parle pas d'un risque chimique, mais des milliers de risques chimiques. Donc il faudrait s'attaquer à tout le système industriel, agricole, etc. Et pour l'État, c'est beaucoup trop compliqué. Une autre perche que je ne peux pas ne pas saisir, en tant que mutualiste, parce qu'on est acteur, j'allais dire, économique et majeur, parce qu'on est quand même une grosse entreprise et on couvre 6 millions d'adhérents, de sociétaires, donc d'assurer c'est énorme. On mène aussi une action d'influence, parce qu'on considère encore une fois que les producteurs de risques ne peuvent pas ne pas contribuer et ne peuvent pas emmener la sécurité sociale. Principe du pollueur-payeur qu'on fait sur l'eau, on devrait le faire sur d'autres. Alors il y a de quoi faire sur la réglementation. Alors il y a un terme qui et c'est toujours compliqué d'aborder ce sujet sur les pesticides. On sait que d'un point de vue réglementaire, tel que la réglementation est aujourd'hui, dans l'évaluation des pesticides, la réglementation n'est pas respectée. On le sait. Il y a, et c'est sorti en début de semaine, un papier de la Commission européenne là, qui serait pour alléger encore plus et plutôt dire à partir du moment où votre molécule a une autorisation de mise sur le marché, elle dure ad vitam aeternam, pas de clause de revoyure. Or, et c'est passé en justice il n'y a pas très longtemps, encore une fois, ça a été reconnu que la réglementation n'était d'ores et déjà pas acceptée. Pas mise en œuvre, merci. Donc effectivement, il faut lobbying contre lobbying. En tout cas, nous, on s'y emploie pour éviter des risques et on y a tous intérêt. Je propose très rapidement la dernière question qui était ici avant de clôturer ce temps d'échange. Non, c'est pas vraiment une question par rapport aux échanges. Il y a une chose déjà que je voudrais dire. On parlait de prévention. Le seul point où on a intérêt à en faire, c'est sur la sécurité routière. Là où il y a effectivement, l'État nous incite à en faire. Donc c'est vrai qu'on a un budget conséquent qui, au bout du compte, ne nous coûte pas, je pense, en conséquence. Le deuxième sujet, c'est une petite info par rapport aux effets sur les producteurs de risques. C'est que sur France Inter ce matin, ils ont évoqué un peu les conséquences d'une application comme Yuka, qui a incité un certain nombre de producteurs à changer la composition de leurs produits ou à en enlever pour les améliorer. Voilà. Merci beaucoup pour ces réflexions et merci beaucoup Delphine et Damien pour ce temps d'échange. Bonne fin de salon à tous.